Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Cette semaine dans Flashback, nous recevons deux distributeurs de films du patrimoine, Philippe Chevassus de Tamasa et Marc Ollery de Lost Film, pour le festival Play It Again, soit une sélection de films en version restaurée, un événement immanquable pour tous les amoureux des grands classiques du 7e art. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir comme invité deux membres de l'ADFP, l'association des distributeurs de films du patrimoine, Philippe Chevassus de Tamasa et Marc Ollery de Lost Film, pour la 4e édition du festival Play It Again, qui se déroule dans toute la France du 18 au 24 avril et parrainé cette année par l'acteur et cinéaste Mathieu Amalric. Hi Ben, what are you doing with yourself these days? Oh, not too much. Taking it easy. I'll be back before you can count to 10. 1, 2. Will you unzip my dress? I think I'll go to bed. Je sais qui tu me rappelles. Je te rappelle quelqu'un. Je suis malheureuse, je suis responsable. J'oublie que je suis responsable, mais je le suis. Je suis innocent, moi. Estraneo l'invocazione. J'adore le passé. C'est tellement plus reposant que le présent. Et tellement plus sûr que l'avenir. Une manifestation qui propose au public de voir ou revoir une sélection de 19 classiques en version restaurée, parmi lesquels Le Trou, Quai des Orfèvres, Le Lauréat, Le Bel Antonio, Du Silence et des Ombres, La Ronde, L'Empire des Sens et beaucoup d'autres. Philippe Chevassus et Marc Ollery, bonjour. 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 Merci beaucoup d'être dans Flashback. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de salles à peu près, participent à l'événement et également comment vous avez défini cette belle programmation? Alors, le nombre de salles, cette année, je crois qu'on va atteindre les 200 pour la première fois, ce qui est une bonne nouvelle. Hein. C'est la 4e édition, on avait commencé avec 120 salles, c'est ça Marc? Oui, à peu près. Oui. Et chaque année un petit peu plus. Pour nous, c'est intéressant et c'est important parce qu'il y a un renouvellement des cinémas qui ont participé l'année précédente, donc ça leur plaît. C'est déjà ça. Et il y en a plein de nouveaux qui arrivent chaque fois. Donc, je pense que c'est effectivement dû au choix de programmation qu'on a fait. Là, vous avez vu que c'est un programme très éclectique, mais sur des films qui parlent aux gens, qui ont sens, qui connaissent un petit peu, même s'ils n'ont pas vu depuis très longtemps. D'autres ne les ont jamais vus parce que la logique du festival, c'est quand même de faire découvrir le cinéma de patrimoine aux gens qui ne le voient jamais et de fidéliser un peu ceux qui vont passer souvent. Donc voilà, c'est un peu cette démarche-là. Alors, il faut rappeler que l'ADFP réunit de nombreux distributeurs de patrimoine. Les films qui sont présentés sont issus de ces distributeurs. Donc là, j'en reviens, je m'adresse là à Marc. Cette belle programmation, comment vous avez dû bien faire une sélection? On choisit un petit peu tous ensemble, c'est-à-dire qu'on est tous des membres actifs et force de proposition pour chaque année proposer des films, mais aussi des animations et faire en sorte que justement de plus en plus de gens aient envie de programmer nos films et surtout de venir les voir parce que c'est ce qui nous réunit tous au sein de la DFP, c'est ce même désir, cette même passion de proposer des films classiques, alors on dit de patrimoine ou de répertoire, mais pour tout le monde ce sont des films qu'on a envie de voir ou revoir ou de découvrir parce que c'est vrai que on en parlait encore tout à l'heure, Le Bel Antonio est sorti la semaine dernière. Moi, c'est un film que j'ai jamais vu. Et c'est vrai que quand je vois la sélection, on est tous un petit peu cinéphiles. Alors, il y a des réalisateurs qu'on aime, qu'on suit. On devient cinéphile parce qu'on aime une actrice, un acteur. Et puis, il y a toujours des films qu'on rate ou à côté desquels on est passé à travers. Ou des cinéphilies un petit peu plus difficiles qui ne sont pas exposées. Et c'est vrai que chaque distributeur a un petit peu sa spécificité. Alors, on fait ça toute l'année. Mais là, d'un seul coup, sur cette semaine, et maintenant presque c'est sur 15 jours, parce qu'on permet aussi aux salles qui ont peut-être moins de souplesse, qui ont peut-être un seul écran, et peut-être plus de difficultés à laisser de la place pour le patrimoine, de faire le festival sur une deuxième semaine. Donc c'est vrai que d'un seul coup,
là, c'est l'occasion de se fédérer autour de ce même événement, cette même fête du patrimoine pour nous, toujours au mois d'avril. Alors, c'est vrai que c'est toujours aux alentours des vacances de Pâques. Et c'est pour ça que c'est vrai que chaque année, il y a des salles qui sont fidèles. Et puis, il y en a qui ont d'autres événements à ce moment-là. Donc, c'est vrai que la deuxième semaine permet cette souplesse-là. Les dates officielles, c'est du 18 au 24 avril. Mais on peut aussi poursuivre le festival sur une deuxième semaine et justement prendre encore plus de films. Et le patrimoine, on a parfois tendance à penser à tort qu'il est réservé surtout à Paris et la région parisienne, les sorties toutes les semaines, mais en fait là ce qui est marquant dans ce festival, c'est que c'est vraiment Philippe Chevassus, toute la France, là, toutes les salles de France qui sont, en tout cas toutes les salles partenaires qui sont concernées. Oui, absolument, mais ça c'est notre volonté. On ne veut pas faire quelque chose de sclérosé ou de refermé sur Paris. C'est pas du tout notre logique, notre optique. On travaille toute l'année avec plein de cinémas extraordinaires qui bossent comme des fous pour présenter des films qui sont rares, des films avec des animations, comme le disait Marc. Et ce sont ces gens-là qui soutiennent aussi notre travail. Et on est très très contents justement que les films, des classiques, des grands films intemporels, parce que ça aussi c'est assez inconfort de dire que un film est intemporel. On est sûr qu'on présente des bons films, on n'a pas peur de la critique, ils sont déjà sortis avant. Mais c'est très très plaisant de se dire qu'effectivement on va avoir des cinémas qui sont des mono-écrans dans des toutes petites villes qui vont participer, et puis d'autres dans des très grandes villes comme Lyon, Lille ou autres qui vont montrer les films. Mais pour nous, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand même, quand on fait le choix d'être distributeur de films de patrimoine, c'est pas qu'on soit investi, mais on a quand même le sentiment d'un rôle culturel aussi. Et le rôle culturel, c'est de faire découvrir des choses à des gens, et partout, et pas simplement aux Parisiens. Enfin, on n'a rien contre les Parisiens, hein, mais bon. Dans Flashback, on parle donc de l'actualité du cinéma de patrimoine. On se rend compte qu'elle est vraiment très riche. On a l'impression que le cinéma de patrimoine se porte bien. Est-ce que vous partagez ce constat ? Il y a de plus en plus de films qui sortent. C'est vrai que voilà, c'était un peu une idée préconçue avant de se dire que les films sortaient d'abord à Paris. Mais en fait, maintenant, voilà, les films de patrimoine n'ont pas du tout à rougir. Ce sont des films comme les autres. Le numérique permet un petit peu ça, justement, maintenant. Avant, c'est vrai que moi, avec Lost Film, quand je commence en 2009, je sors un film avec 2 copies 35 mm. Donc, c'est vrai qu'il fallait attendre. Les copies ne pouvaient pas être partout au même moment. Et on aurait été bien incapable de faire ce festival à l'époque en 35 mm, ou alors il aurait fallu qu'on sorte les films sur une 50aine de copies. Mais là justement, le numérique, je pense, permet de diversifier notre façon de proposer nos films, de les proposer aussi maintenant avec des bandes annonces, par exemple. C'est vrai qu'à l'époque, faire une bande-annonce et la tirer en copie 35 mm et arroser toutes les salles qui auraient pu proposer nos films, ça aurait été un peu plus lourd de fabrication et de coûts. Et là, maintenant, le numérique permet ça. Le numérique permet aussi de faire circuler un peu plus facilement, même au sein des régions, hein, parce que toute l'année, il y a des associations par région, par département, qui ont gardé cette envie de patrimoine, qui ont une case, qui ont des cycles. Il y a des ciné-clubs, il y a des thématiques. Chacun peut s'approprier à sa façon de faire rayonner ce cinéma-là. Et l'idée, justement, avec Play It Again, c'est que ça permet à des salles qui, par exemple, n'en font pas du tout, ou ont peur d'en faire parce qu'ils n'ont pas peut-être dans leur équipe de programmation ou sur place un animateur pour mener un ciné-club ou un débat ou une rencontre après. Là, Play It Again, justement, c'est un petit peu livrer clé en main la possibilité de passer le pas. Et moi, il y a des salles avec qui je n'ai jamais travaillé et que je découvre au moment de Play It Again parce qu'elles ont envie de prendre un film et de participer. Ouais, tu parlais du numérique. Il y a une chose aussi qui est très bien et très intéressante avec le numérique. Bon, on est tous amoureux de la pellicule parce que c'est la matière, etc. Mais il n'empêche que le numérique, ça permet à tout le monde de voir les films dans des qualités optimales. C'est très très important. C'est-à-dire que même si moi, 1 an après, l'image n'est pas altérée, il n'y a pas d'écolage, il n'y a pas des... Alors c'est peut-être moins romantique, hein, c'est peut-être moins un glamour, mais en tout cas, pour beaucoup de gens, c'est important de voir le film dans des bonnes conditions, et voire même dans des conditions comme jamais personne ne les a vues. Parce que finalement, quand on montre un film en numérique, on montre un scan du négatif, qui est donc la chose la plus directe. Or, quand on montrait une copie, c'était la 4e génération, il y avait le négatif, l'internégatif, enfin l'interpositif, l'internégatif, la copie. Donc on avait déjà
4 fois la copie, donc on perdait en qualité. Et là, c'est un scan des nègres. Et c'est vrai que on apporte une garantie de qualité de l'image, de choix. Si le travail de restauration est bien fait, on y est attaché, de choses comme on ne voyait pas avant. Moi, je me rappelle, c'est pas cette année la sélection, mais on avait sorti Hiroshima, mon amour. Et sur ce film-là, on voyait des choses qu'on n'avait jamais vues avant, comme les cendres qui tombaient, les moustiques autour des lampes, et c'était impossible à partir de copies de 4e génération. À qui s'adresse le festival Play It Again, bien sûr, mais de manière générale, les films du patrimoine, est-ce que le public est divers? Est-ce qu'on s'adresse aux moins jeunes, mais aussi aux jeunes, aux cinéphiles et aux moins cinéphiles, pour un petit peu échapper aux caricatures parfois qu'on a, voilà, du cinéphile qui serait toujours un peu le même? Est-ce que vous sentez, vous, en tant que distributeur, que les choses bougent un peu? Disons que je pense que chaque titre, là, quand on voit la sélection, il y a des films qui sont un petit peu intemporels, qui parlent à tout le monde. Il y a un public. Alors, il y a une chose aussi qu'on n'oublie pas et qui est primordiale, c'est que tous les ans, il y a une sélection jeune public. C'est-à-dire vraiment spécialement pour les enfants. Et l'idée, c'est que, voilà, je pense que le patrimoine et le goût et le plaisir du cinéma, parce que c'est vraiment ça, je pense, pour tout le monde. Pour les salles qui montent ces films-là, comme pour nous qui sommes distributeurs, c'est garder le goût du cinéma tel qu'on a envie de le perpétuer. Et ça commence déjà tout petit. Il y a des dispositifs scolaires qui font que les enfants, à l'école, au collège, au lycée, vont vers une série de films qu'on leur propose dans un cadre scolaire. Mais je pense que ça leur permet justement de choisir des choses. Moi, je vois, c'est vrai, un film comme Billy Elliot, c'est un film qui est déjà de patrimoine, on n'imagine pas, mais c'est vrai qu'il a un peu plus de 20 ans, et qui parle à toute une génération. Moi, ma fille, elle l'a vu, elle a à peine 10 ans, et c'est vrai que je pense que là, quand on voit la sélection, il y a plein d'autres films comme ça qui sont pas seulement pour des seniors qui ont forcément été élevés à la dernière séance ou à Patrick Brion. Moi, j'ai vais bientôt avoir 50 ans. C'est vrai que c'est ce qui m'a formé comme cinéphile. Et puis aussi les revues, et puis les ciné-clubs. Et puis, c'est vrai que, étant parisien, il y a plein d'offres de rétrospectives. Il y a la Cinémathèque, il y a plein de salles qui font ça depuis longtemps. Mais là, je pense qu'il y a toute une génération qui reste curieux de ça. Et là, dans Play It Again, c'est vrai que entre un Tarkovsky comme Nostalgia, Les Moissons du ciel, Malik, qui est redevenu très à la mode et qui parle, je pense, à tout le monde, des films aussi plus pointus comme j'ai même rencontré des Tziganes heureux, qui est un film, c'est vrai, qui déjà en salle a très bien marché, parce que les salles aussi savent s'approprier ce genre de film pour créer des événements autour d'une animation musicale, ou de faire un repas ou un buffet autour de ça. Enfin, il y a des films toujours qui, très spécifiquement, permettent justement quelque chose qui dépasse le cadre même du cinéma et du plaisir de voir un film. Ça se prolonge autour d'autre chose, d'une discussion, d'une animation, d'un atelier, d'un verre, et c'est vrai que là, dans la sélection, il y a toujours des choses comme ça, très très précises, qui font que chaque salle fait son petit programme. C'est un peu carte en main, clé en main. Vous dites dans la présentation de Play It Again que de plus en plus de sociétés de production de sociétés de distribution se tournent vers le cinéma de patrimoine. Pour quelles raisons, selon vous, Philippe Chevassus? Pour quelles raisons? D'abord par goût, j'espère, et par envie. On espère tous ça. Après, c'est vrai que l'arrivée du numérique a changé beaucoup la donne, et que pour des sociétés qui veulent travailler de manière peut-être plus light, et c'est pas le cas de toutes bien sûr, il y a moyen de sortir maintenant des films en dépensant relativement peu d'argent. Donc c'est la baisse du coût aussi qui a suscité pas mal de vocations, je pense, et on se trouve avec pas mal de distributeurs maintenant qui proposent des films de manière plus light, on va dire. D'un sens, c'est bien parce qu'il y a une offre importante, et il y a une pluralité, une diversité, des goûts différents, des envies différentes, des plaisirs différents. Moi, là-dessus, je trouve qu'on a beaucoup de chance avec ça. Après, nous, en tant que professionnels, on a un revers de la médaille, c'est que les entrées sont pas extensibles à l'infini, donc elles sont divisées sur plus de films, donc on a des seuils de rentabilité qui deviennent plus délicats, mais là, on parle plus d'économie que d'envie. Mais justement, parlons-en, parce qu'on en parle finalement très peu. On ne mesure pas forcément, on connaît bien le box-office, par exemple, des films qui sortent toutes les semaines, on sait
on peut mesurer quand c'est un succès ou quand c'est un échec. On a beaucoup plus de difficultés à le faire sur les films du patrimoine puisqu'on a très peu d'informations là-dessus. Est-ce que, sans forcément révéler quel film, quel chiffre, mais est-ce que vous pourriez nous dire quand même quelle est la tendance ? Comment on peut mesurer le succès d'une ressortie d'un film du patrimoine ? Là, c'est vrai que quand on voit l'année passée, il y a eu des très beaux événements, des belles rétrospectives qui ont circulé pas uniquement sur leur événement parisien ou de festival Lumière ou de rétrospective à La Rochelle. Il y a une rétrospective autour de Clouzot avec des livres, j'imagine que vous en avez parlé, voilà, une exposition à la Cinémathèque française. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui aussi, je pense, marque le public. Et quand tout à l'heure tu posais la question de comment ça se fait qu'il y a autant de distributeurs et de films qui sortent, par contre, il y a une réalité, c'est que c'est peut-être plus accessible maintenant de pouvoir créer une société et de montrer des films, mais il n'y a pas de recette. C'est-à-dire qu'un succès en salle il y a 20 ans ou il y a 30 ans ne fera pas que ce sera à nouveau un succès en 2017 ou en 2018. Il y a toujours le même travail, je pense, autour de créer du désir, de l'envie, d'accompagner le film, qu'il y ait une affiche, une bande-annonce, des événements autour pour transformer l'essai, j'ai envie de dire, et que les gens y viennent plus massivement. Là, quand on voit un film comme L'Empire d'Essence, par exemple, qui est proposé cette année, c'est un film que tout le monde a à peu près en tête, a vu à l'époque, a entendu parler de la controverse. Moi, c'est pareil, c'est un film que j'ai découvert que l'année dernière. Et c'est vrai que d'un seul coup, il y a toujours, quoi qu'il arrive pour le spectateur, c'est ce passage à l'acte. C'est-à-dire, je vais voir le film, et puis il y a tellement de films qui sortent, nouveaux, de patrimoine, et puis tellement d'activités, et puis de façon de consommer le cinéma. Maintenant, il faut toujours essayer de faire venir le spectateur. C'est le but du jeu. Philippe Chevassu ? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Marc est parfait. Non, mais blague à part, c'est vraiment ça. C'est une question d'envie, de motivation qui font que les choses existent. Et s'il y a de plus en plus de films qui sortent, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de les montrer. Et ça, c'est sain, quelque part. Après, effectivement, l'histoire économique, ça peut être parfois compliqué, mais ce qui est certain, c'est que les gros succès se sont amenuisés quand même. C'est-à-dire que comme il sort 2-3 fois plus de films de répertoire classique qu'il y a 10 ans, des résultats qu'on trouvait pas bons il y a 10 ans nous paraissent bien maintenant. Donc ça, c'est assez ambigu. Et bon, est-ce que pour avoir juste une idée, pour que les auditeurs aient peut-être un petit peu une fourchette, est-ce que, voilà, à partir de combien d'entrées on pourrait dire « Ah, ça, c'est plutôt un succès pour un film de patrimoine » ? Alors ça dépend combien on a dépensé pour la promotion du film. Parce que le succès, il est relatif aux dépenses. Les recettes, voilà, il y a une notion d'équilibre. Après, moi, si je parle pour ma crèmerie, puisque je connais pas trop les chiffres des autres non plus, mais c'est vrai que les gros succès qu'on a eu en patrimoine, je sais pas si on les aura encore aujourd'hui. C'est pas vieux, puisque Paris, Texas, c'était il y a 4 ans, je crois. Un peu moins, non ? C'était 3, 4 ans, Hiroshima l'année avant, 5 ans, enfin quelque chose comme ça. Et pour donner une idée, puisque vous cherchez à avoir une notion de chiffres, mais alors, sur la France entière, je sais plus, mais à Paris, c'est des films qui avaient fait à peu près 18 000 entrées, ce qui est considérable pour les classiques. Hiroshima, on était... Oui, ce qui semble considérable, oui. Paris, Texas, on était sorti sur 50 copies France, enfin, c'était des très grosses sorties. Je pense qu'on sortirait les mêmes films aujourd'hui, on ferait la moitié d'entrée. Je sais pas ce que tu en penses, Marc, mais il y a cette espèce de saturation et c'est le revers de la médaille de la diversité. Donc, on peut pas se plaindre de la diversité. Après, on est quand même des entreprises commerciales, qu'on le veuille ou pas, culturelles, mais aussi commerciales. On a des nécessités d'équilibre. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu... c'est un peu sur le fil. Mais voilà, mais on continue à vivre et puis à faire ce qu'on aime, c'est pas un problème. En tant que distributeur, vous avez forcément, vous allez peut-être me contredire, mais une ligne éditoriale. Philippe Chevassu, chez Tamasa, vous distribuez quand même pas mal de films de patrimoine, avec un rythme assez soutenu, des films très divers. Marc, vous faites des choix aussi qui sont aussi très, très divers. Vous répondez au coup de cœur, vous avez une ligne, comment vous choisissez les films, vos films? Alors moi, ma société s'appelle Lost Film. Alors des fois, ils sont vraiment perdus, et puis des fois moins que ça. Non, moi, l'envie de Lost Film, c'était vraiment de montrer des films qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de voir, ou peut-être qui n'avaient pas retrouvé le chemin des salles depuis un moment.
c'est pas une vocation absolue, hein. C'est-à-dire, mais c'est vrai que j'avais commencé avec un film de William Wyler qui s'appelait La Rumeur, et justement Du silence et des ombres, que j'avais sorti en 2010, une première fois en 35 mm, que j'ai ressorti l'année dernière. C'est pour ça qu'il est dans la sélection de cette année. Et c'est vrai qu'un film comme Du silence et des ombres, bizarrement, c'est devenu un classique. Mais je pense que c'est devenu un classique à cause du travail que j'ai pu faire. Parce qu'au moment où je sortais le film, Robert Mulligan, on connaissait un petit peu, on connaissait L'autre, on connaissait Un été 42, qui sont ses gros succès. On connaissait aussi Gregory Peck qui joue dedans. Mais je pense que voilà, ça s'arrêtait là. Par contre, aux États-Unis, c'est le roman comme le film, c'est des best-sellers et c'est un roman qu'on fait lire aux enfants très tôt et tout le monde connaît le personnage d'Atticus Finch à cause de Du silence et des ombres. Et c'est vrai que tous, à notre façon, on choisit des films, je pense qu'on aime, parce que plus jamais ce serait dur de pas s'engager dans tous les sens, financièrement et puis avec passion sur la sortie d'un film si on ne l'aimait pas. Et puis après, il y a des classiques à voir et revoir et redécouvrir. Je vois, moi, aussi dans la sélection cette année, on a un film comme Notre pain quotidien. De King Vidor, oui. Un film de King Vidor qui a plus de 70 ans, mais qui est plus que jamais d'actualité. Je veux dire, on va fêter mai 68, mai 68, je me suis trompé, mai 68, et on n'arrête pas de parler de l'Amérique, de Trump, de la crise, mais je veux dire, tout est déjà là dans ce film qui a plus de 70 ans. Et je pense que dans la sélection qu'on propose cette année, c'est un film à ne pas rater, parce qu'il est toujours d'actualité. Et le patrimoine, c'est ça en fait, c'est que contrairement aux films d'actualité où ça va très vite, parce qu'il faut qu'il sorte, il faut qu'on fasse sa promo, il faut qu'il soit sorti en DVD 3 mois après, ça c'est inépuisable. Et intemporel. Oui. Et intemporel, en effet. Philippe Chevassus aussi, dans la sélection Play It Again, quand on voit les films que vous avez distribués, que vous distribuez, ça va en effet, j'ai même rencontré des Ciganereux, dont vous venez de parler, à Billy Elliot. Enfin, c'est le spectre, là aussi, est quand même très, très large. Ouais, mais c'est vraiment l'idée du festival. L'idée du festival, c'est montrer que le cinéma, c'est plein de choses, c'est pas monolithique. Donc, il y a des films de tous les pays, des films de tous les genres, de toutes les époques, en noir et blanc, en couleur, drôle, triste, c'est ça, quoi. C'est le cinéma, c'est les arts, c'est la littérature aussi, d'ailleurs, c'est la danse, la musique, mais c'est un petit peu cette logique-là. Et le festival, ça s'ancre sur un principe de découverte et d'envie. Donc, si on veut donner envie, il faut que chacun puisse y trouver quelque chose qui l'intéresse. C'est normal. Mais ça donne surtout une idée que le patrimoine est finalement très proche de nous. Mais le patrimoine est proche, mais Marc le disait, les films sont extrêmement actuels. Tous les films qu'on distribue, on parlait tout à l'heure de ligne éditoriale. Moi, ma ligne éditoriale, c'est de dire... on choisit des films qui vont parler aux gens, leur poser des questions de manière ludique. Ils vont aimer, détester, être contents, pas contents, mais en tout cas, ils ne seront pas indifférents et il se passera quelque chose et il y aura une réflexion, c'est une envie. Et tous ces films-là posent des questions qui existent toujours. C'est là où on se rend compte que finalement, on a les technologies qui évoluent très vite, mais les idées, beaucoup moins, on va dire. Vous avez cette année un parrain de prestige, Mathieu Amalric, qui donc soutient cette manifestation. Comment Mathieu Amalric a rejoint l'aventure Play It Again ? Grâce à Andy. Oui, Andy, c'est un peu notre coordinateur. Il travaille au sein de la DFP pour tout mettre en place. Et il a contacté Mathieu Amalric, qui était très enthousiaste, qui a choisi donc dans toute la sélection, comme coup de cœur, le film de Karel Reisz qui s'appelle Samedi soir, dimanche matin, que la société Solaris avait distribué avec 3 autres films de Free Cinema qui avaient très bien marché justement. Et c'est vrai que ça, c'est un cinéma qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir ou revoir en salle. C'est quelque chose qu'on connaissait mais qu'on ne remontrait pas, parce qu'il y a aussi une mode dans le patrimoine. Il y a des réalisateurs phares, évidemment, Hitchcock, Lang. Là, cette année, on voit des réalisateurs comme Clouzot ou Becker pour la France sont représentés. Et puis, on se rend compte qu'il y a des films comme Le Lauréat, qui est aussi dans la sélection de cette année, que on ne cesse pas de voir et revoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont peut-être vu à la sortie, qui l'ont découvert à l'époque à la télévision quand il y avait que 3 chaînes, qui ont peut-être acheté la VHS. Et maintenant, voilà, il y a une copie restaurée 4K qui a été proposée aussi l'été dernier et qu'on peut revoir en salle. Là, c'est Carlotta qui distribue ce film-là et qui est aussi membre de la DFP. Et je pense que c'est un film, c'est pareil, qui déjà, à l'époque, disait des choses sur l'Amérique et qui répondait à des questions, parce que le cinéma, c'est aussi ça, c'est parler de la vie et répondre à des questions et parler aux spectateurs, et ça continue de parler à des spectateurs et à répondre à des questions.
Et bien que les spectateurs se posent les bonnes questions lors de ce festival Play It Again, donc je le rappelle dans toute la France, du 18 au 24 avril. On peut peut-être préciser qu'il y aura une avant-première le 17 avril. Oui, alors c'est la chose dont je parlais à l'instant. Donc Mathieu Amalric a choisi d'accompagner samedi soir et dimanche matin et de le présenter pour une séance qu'on présentera. Alors c'est pour les Parisiens, on est désolé, on peut pas faire déplacer Mathieu Amalric en plus qui est en tournage partout, mais il sera donc le mardi soir, donc la veille du festival, le 17 avril au cinéma Le Luminor, et on aura à l'autre bout du festival pour le 24 avril presque une marraine et quelqu'un qui était d'ailleurs en affiche du Festival de Cannes il n'y a pas longtemps, Claudia Cardinal pour le Bel Antonio, donc le mardi 24 avril et ça sera au Balzac. Et le Bel Antonio qui vient justement de ressortir en salle et avec succès. Ouais, et qui est à voir absolument. Merci beaucoup Philippe Chevassus et Marc Collery d'avoir été avec nous dans Flashback. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.